Chers auditeurs, vous êtes-vous déjà demandé où se situe la limite absolue de votre patience? En tant que médecin urgentiste, quelqu'un qui vit juste à la frontière entre la vie et la mort, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait aucune douleur que je ne pouvais pas gérer. Mais j'avais tort. Mon point de rupture a volé en éclats lors d'une nuit inoubliable. Je travaillais de nuit aux urgences, luttant pour sauver la vie d'un patient vers minuit, lorsque 2 nouvelles victimes d'un accident de la route sont arrivées. À mon grand choc, il s'agissait de mon mari et de ma belle-sœur, une femme à laquelle je tenais sincèrement. En les voyant, je n'ai pas pleuré ni crié. J'ai simplement esquissé un sourire froid qui m'a glacé jusqu'aux os. Et puis j'ai fait quelque chose que ma belle famille n'arrive toujours pas à croire. Cette nuit-là, comme toutes les autres de garde aux urgences, l'air était lourd de l'odeur des antiseptiques, du sang et de la peur. Le bip rythmé des moniteurs, les pas précipités des infirmières et les gémissements des patients se fondaient en une symphonie chaotique de vie et de mort. Je venais de terminer de suturer une blessure complexe. Alors que j'enlevais mes gants tachés de sang, j'étais sur le point de sortir pour prendre l'air. Mais avant que je puisse franchir la porte, une sirène d'ambulance a retenti d'urgence à l'extérieur. « Docteur Callaway, nous avons un grave accident de la route. 2 victimes, un homme et une femme, arrivent », m'a informé une infirmière en chef nommée Chandra, sa voix tendue par l'urgence. La fatigue a disparu instantanément. J'ai remis mon uniforme, enfilé rapidement une nouvelle paire de gants et couru vers l'entrée des urgences. C'était notre champ de bataille, un endroit où il n'y avait pas de temps pour la fatigue. 2 brancards sont arrivés presque simultanément. Sur le premier gisait une femme. Ses longs cheveux noirs étaient couverts de sang, et sa robe de soie rouge d'apparence coûteuse était déchirée à plusieurs endroits, révélant des écorchures sanglantes sur ses bras et ses jambes. Elle était inconsciente et sa respiration était superficielle. Mais ce qui m'a figé n'était pas son état. C'était le parfum intense et séduisant qui émanait d'elle. C'était Chanel numéro 5, le parfum en édition très limitée que j'avais dû commander spécialement le mois dernier comme cadeau d'anniversaire pour ma belle-sœur, Zola Johnson. Mon cœur a eu l'impression de tomber au plus bas de mon ventre. Je me suis approché et j'ai brossé les cheveux ensanglantés de son visage. Mon Dieu, c'était Zola. J'étais complètement figé. Mais à ce moment précis, le 2e brancard est arrivé à côté de moi. L'homme qui y gisait était en pire état. Un bandage blanc imbibé de sang était enroulé autour de sa tête. Sa chemise de marque était déchirée, révélant une terrible contusion sur sa poitrine. Son visage était pâle, mais ses traits étaient indéniables. Le nez droit, les lèvres fines, les sourcils épais. Comment pouvais-je ne pas le reconnaître? C'était Kero Johnson, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant les 5 dernières années. Il m'avait dit qu'il devait rencontrer un client important hors de l'État ce soir-là et qu'il reviendrait tard. Maintenant, il était ici à côté de sa propre sœur, tous les 2 dans un état pitoyable à cause d'un accident tard dans la nuit. Pourquoi? Pourquoi étaient-ils ensemble? Le parfum de Zola, la forte odeur d'alcool qui émanait de Kero, leurs vêtements débraillés. Soudain, toutes ces pièces ont explosé dans mon esprit, s'emboîtant dans une vérité si crue et brutale qu'elle m'a coupé le souffle. Alors c'était ça. Son client important était sa délicate sœur. Leur réunion nocturne avait été une agréable soirée quelque part dont je ne savais rien. La douleur et la trahison brûlaient dans ma poitrine. Je voulais crier, le réveiller et exiger une explication. Mais je n'étais plus seulement le docteur Solène Callaway. C'était la salle d'urgence. J'ai regardé le visage inconscient de Zola, puis Kero, qui gémissait de douleur, et sans m'en rendre compte, un sourire froid et glacial s'est glissé sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de satisfaction, mais la réalisation définitive de quelqu'un qui a été dupé pendant trop longtemps. Au cours des 5 dernières années, j'avais vécu comme un fantôme dans ma propre maison. Travaillant comme médecin urgentiste, sauvant des vies jour et nuit, je recevais à peine d'attention de mon propre mari. Il était toujours occupé. Il avait toujours une excuse. Et sa plus grande excuse était toujours Zola. Zola est encore jeune. Elle a perdu ses parents quand elle était enfant et elle a une nature très fragile. Si je ne veille pas sur elle, qui le fera? Il me l'avait dit d'innombrables fois. Et je l'ai cru. J'ai cru chaque mot. J'ai cru à l'innocence de cette belle sœur aux grands yeux larmoyants. J'ai cru à la bonté de mon mari. J'ai sacrifié mon temps, reporté des rendez-vous et accepté de dîner seul pour lui donner le temps de prendre soin de sa pauvre sœur.
Il s'est avéré que ces soins étaient du genre à être prodigués dans un lit d'hôtel de luxe payé avec l'argent que je gagnais à la sueur de mon front. Docteur, la patiente présente des signes d'hémorragie interne. Sa tension artérielle chute. La voix de l'infirmière m'a ramené à la réalité. Tous les regards dans la salle d'urgence se sont tournés vers moi, attendant mes ordres. J'ai pris une profonde inspiration. L'air froid de l'hôpital a rempli mes poumons, éteignant le feu de la rage qui brûlait en moi. J'ai vu ces deux personnes, les deux qui m'avaient trahi ensemble, gisant faiblement au bord de la mort, et je me suis tourné vers mon équipe. Ma voix était terriblement claire, froide et professionnelle. Préparez le bloc opératoire numéro 2. Nous prendrons la patiente en premier. Son état est plus critique. Donnez de l'oxygène et des solutés intraveineux au patient et emmenez-le directement pour un scanner cérébral. Je m'occuperai de lui plus tard. Sur ce, je me suis tourné et j'ai commencé à pousser le brancard de Zola vers la salle d'opération avec mon équipe, laissant Kero derrière moi sous les regards perplexes des infirmières. Elle ne comprenait pas. Comment une femme pouvait-elle être aussi calme en voyant son mari dans un état grave? Pourquoi ai-je choisi de sauver l'autre femme en premier? Mais seul moi comprenais. Ce n'était pas le choix d'une femme. C'était la décision d'un médecin. Et plus important encore, c'était ma déclaration de guerre silencieuse. Mon premier acte contre ceux qui avaient fait une plaisanterie de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je réécris votre pièce. Comment cette histoire incroyable va-t-elle se poursuivre? Le mari et la belle-sœur vont-ils survivre? Et surtout, que va faire le docteur? Selene Callaway ensuite pour obtenir justice? Oui, si comme nous, vous êtes intrigué et sur le bord de votre siège, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce drame. Chaque abonnement est un énorme soutien pour nous permettre de continuer à créer des histoires bonnes et significatives. La lourde porte du bloc opératoire s'est refermée, m'isolant du monde extérieur et de la vue de mon mari, immobile sur le brancard. Mais à cet instant, je n'ai pas ressenti la moindre inquiétude pour lui dans mon cœur. Au lieu de cela, mon esprit s'est automatiquement rembobiné comme un vieux film 5 ans en arrière, au jour où j'ai mis les pieds pour la première fois dans cette maison. Les lumières vives de la salle d'opération au-dessus de ma tête se sont estompées, se superposant au soleil éblouissant d'un après-midi d'été. C'était le jour où Kero m'a emmené pour la première fois chez ses parents dans un quartier calme d'Atlanta, en Géorgie, pour me présenter à sa famille. Je me souviens vivement de mon angoisse. Je portais ma robe d'été bleu clair préférée et tenais fermement un panier cadeau soigneusement emballé de produits gastronomiques, répétant mentalement que je devais être poli et attentionné pour faire bonne impression sur ma future belle famille. Le Kero de l'époque était l'incarnation de tout ce dont j'avais rêvé. Il était grand, beau, parlait avec éloquence et me regardait toujours avec des yeux aimants. Il m'a dit que sa famille était très instruite et stricte, que ses parents étaient très gentils et qu'il avait une jeune sœur, Zola, qui était le trésor de la famille parce qu'elle était orpheline depuis son jeune âge. Il a insisté sur le fait que je devais très bien traiter Zola. Je l'ai cru. J'ai cru chaque mot. La maison où vivait sa famille n'était pas immense. Un modeste bungalow bien entretenu dans une rue calme du quartier de Cascade Heights. Sa mère, Madame Octavia Johnson, m'a accueilli avec un sourire poli. Elle n'était pas excessivement enthousiaste, mais n'a montré aucun malaise. Elle a posé quelques questions sur mon travail et ma famille et a hoché la tête, disant qu'être médecin était une bonne profession pour sauver des vies. Mais pour une raison quelconque, j'ai senti une distance invisible dans ses mots. Et puis Zola est apparue. Elle est sortie de sa chambre dans une robe blanche immaculée, ses longs cheveux noirs tombant sur ses épaules. Elle avait de grands yeux ronds et clairs et un sourire si innocent qu'il pouvait faire fondre le cœur le plus dur. Elle a couru embrasser Kero et a dit d'une voix douce, « Frère, tu es venu. Tu m'as manqué. » Puis elle s'est tournée vers moi, a cligné des yeux et a dit, « Alors, c'est Selene. Elle est magnifique. » À ce moment-là, j'ai été complètement dupé par son apparence pure. Je pensais qu'elle était vraiment pitoyable, une pauvre orpheline. Je me suis promis que lorsque je deviendrais sa belle-sœur, je la traiterais comme une sœur de sang, compensant toute la négligence émotionnelle qu'elle avait subie. Oh, comme j'étais naïve et stupide, moi, d'il y a 5 ans. Je ne réalisais pas que derrière ses yeux clairs se cachait un abîme de calcul et de jalousie. Notre mariage a eu lieu peu de temps après. J'ai investi presque toutes mes économies accumulées pendant des années de travail pour préparer un mariage décent aux côtés de Kero. Je voulais que sa famille se sente fière devant leurs parents et amis. Le jour du mariage,
Zola portait également une robe de demoiselle d'honneur blanche. Elle a pleuré des torrents lorsque Kero a passé l'alliance à mon doigt. Tout le monde a dit qu'elle pleurait des larmes de joie en voyant son frère trouver le bonheur. Seulement, j'ai aperçu un regard étrange dans ses yeux à ce moment-là, un regard que je ne comprendrai que plus tard. C'était un regard de regret et de haine. Mais le bonheur de la mariée m'a vite fait oublier ce malaise. Dans mes premiers jours en tant que belle-fille, j'ai fait tout mon possible pour m'adapter. Peu importe la difficulté du travail à l'hôpital ou le nombre de quarts que j'avais, je me levais à 5 heures du matin pour aller au marché et préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Peu importe la fatigue quand je rentrais le soir, je me précipitais dans la cuisine pour préparer les plats préférés de Kero et de sa famille. J'ai acheté à ma belle-mère les meilleurs compléments nutritionnels et à mon beau-père le set de cigares dont il rêvait. J'ai traité Zola mieux qu'une sœur. De nouveaux vêtements, des cosmétiques coûteux. Je ne lui ai rien refusé. J'ai fait tout cela sans une seule plainte. Je voulais juste être accepté, ressentir la chaleur d'une famille. Mais tout ce que j'ai reçu en retour, c'est l'indifférence. Ma belle-mère ne m'a jamais fait l'éloge. Peu importe la saveur de ma nourriture, elle mangeait juste en silence et laissait échapper occasionnellement, c'est un peu salé, ou, la soupe d'aujourd'hui est fade. Elle ne m'a jamais demandé si mon travail était difficile ou si j'avais du mal. À ses yeux, moi, un médecin sauvant des vies, je ne semblais être rien de plus que la femme de ménage non rémunérée de la maison. Et Kero, mon mari, où était-il pendant ces moments? Il était là. Il s'asseyait à côté de moi à chaque repas, mais il ne disait jamais un mot pour me défendre. Quand sa mère me grondait injustement, il baissait simplement la tête et mangeait. Quand j'étais épuisé après un long quart de travail, il ne m'offrait pas un seul mot de réconfort. Il ne savait que dire une chose. Sois un peu patiente. Maman est comme ça. Mais au fond, elle aime beaucoup sa belle-fille. Il semblait que tout son amour était réservé à sa sœur adoptive, Zola. Zola ne faisait absolument rien à la maison. Elle se levait à 9 ou 10 heures du matin. Après avoir mangé, elle se retirait dans sa chambre, fermait la porte et passait la journée sur son téléphone ou avec ses amis. Ma belle-mère la défendait toujours. Laissez-la tranquille. Ce n'est qu'une enfant. Que saurait-elle faire? De plus, elle a toujours été délicate. Elle ne peut pas faire de travaux lourds. Délicate, et moi, qui venais de terminer une opération d'urgence de 8 heures, j'étais un roc. Le favoritisme est devenu de plus en plus flagrant. Une fois, j'ai attrapé un terrible rhume avec une forte fièvre et je ne pouvais plus bouger de mon lit. J'ai demandé à Kero de me faire de la soupe. Il a dit oui et est descendu à la cuisine. Une demi-heure plus tard, il n'y avait pas de soupe. Mais Zola est monté avec un bol de soupe de nouilles au poulet fumante, l'a posé sur la table de chevet et a dit d'une voix douce, « Sœur, bois-la pendant qu'elle est chaude. » Il semblait que mon frère ne comprenait pas, alors je l'ai faite. À ce moment-là, j'ai presque pleuré d'émotion. Je pensais qu'enfin quelqu'un dans cette maison se souciait de moi. Mais cette nuit-là, en passant devant la chambre de ma belle-mère, j'ai surpris leur conversation. « Maman, tu vois, je te l'avais dit. Il faut laisser cette femme tomber vraiment malade pour la remettre en forme. Une femme qui ne pense qu'à travailler et qui ne peut même pas préparer un repas décent pour son mari. Mon pauvre frère. » La voix de Zola n'était plus innocente. Elle était pleine de sarcasme. Ma belle-mère a répondu, ravie, ma fille est la meilleure. Allez, demain, maman t'achètera un nouveau sac à main. Je suis resté devant la porte, figé. Le bol de soupe que j'avais tenu dans mes mains ce matin s'est soudainement transformé en un poison amer dans ma gorge. Alors c'était ça. Tout était un acte. Elle, la belle-mère et la belle-sœur, avaient conspiré pour me dépeindre comme inutile aux yeux de mon mari. Je voulais entrer et les dénoncer, mais je ne l'ai pas fait. Je savais que si je le faisais, Kero ne me croirait pas, il penserait que j'étais jalouse de sa pauvre sœur, que j'étais mesquine. J'ai choisi le silence. J'ai ravalé mes larmes. Je me suis consolé en pensant que tant que Kero m'aimait encore, tout irait bien. Mais je ne savais pas que mon silence ce jour-là était une forme de tolérance du mal. Et ainsi, il a grandi jour après jour, et lors de cette nuit fatidique, il a explosé, brisant tout. Scalpel. Ma voix résonnant dans le bloc opératoire m'a arraché au flot douloureux de souvenirs. J'ai regardé la blessure de Zola, qui saignait encore abondamment. La haine à l'intérieur de moi s'est soudainement calmée, ne laissant qu'un sens des responsabilités de médecin.
Sa vie était maintenant entre mes mains. Mais si je la sauvais, se repentirait-elle? Ou serait-ce le début d'une conspiration encore plus cruelle? L'opération de Zola a duré plus de 3 heures. Elle avait un vaisseau rompu causant une grave hémorragie interne. C'était une opération complexe qui nécessitait une concentration extrême. Et pendant ces 3 heures, j'ai effacé tout sentiment personnel de mon esprit. Devant moi, ce n'était pas la belle-sœur qui m'avait trahi avec mon mari, mais simplement une patiente, une vie qui avait besoin d'être sauvée. J'ai travaillé avec le plus grand professionnalisme et l'éthique médicale la plus stricte. J'ai méticuleusement suturé chaque vaisseau sanguin rompu, arrêté le saignement et traité la blessure avec le plus grand soin. Lorsque j'ai terminé la dernière suture, j'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai senti toute l'énergie s'échapper de mon corps. L'opération avait été un succès. Zola était hors de danger. Je suis sorti du bloc opératoire. La faible lumière du couloir me faisait mal aux yeux. Alors que j'enlevais le masque chirurgical imbibé de sueur, l'air froid a frappé mon visage. À ce moment précis, une silhouette s'est jetée sur moi. Avant que je puisse réagir, une gifle sonore a atterri sur ma joue. « Sorcière, qu'as-tu fait à ma fille ?» C'était Madame Octavia Johnson, ma belle-mère. Elle était là, les yeux grands ouverts et le visage déformé par la rage. La gifle était si soudaine et douloureuse que j'ai chancelé. Mais je n'ai pas pleuré ni levé la main vers mon visage. Je me suis simplement redressé, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit d'une voix glaciale, « Votre fille ? Je viens de lui sauver la vie. » Madame Johnson est restée sans voix pendant un moment. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je réagisse avec un tel calme. Elle était habituée à la belle-fille soumise et obéissante. Ce docteur, Solène Callaway, avec son regard perçant et sa voix ferme, était une étrangère pour elle. « Vous mentez » a-t-elle balbutié. « Si vous l'avez sauvée, pourquoi avez-vous mis si longtemps? Vous l'avez fait exprès pour la torturer, n'est-ce pas ?» J'ai esquissé un sourire méprisant. Demandez au chef des services d'urgence, qui était avec moi pendant l'opération. Si j'avais tardé ne serait-ce qu'un peu plus, vous n'auriez probablement pas l'occasion de m'insulter ici en ce moment. À ce moment-là, le docteur Sterling Tatt, que j'avais toujours considéré comme mon mentor et un collègue respecté, est sorti de la salle de réveil. Il avait entendu notre conversation et s'est approché avec un froncement de sourcils. « Madame Johnson, pourquoi faites-vous tout ce remue-ménage? C'est un hôpital. » Madame Johnson s'est un peu ratatinée en voyant le docteur Tatt, mais elle a quand même pointé un doigt vers moi avec indignation. « Docteur, regardez ma belle-fille. Son mari est allongé là après un accident, et elle ne s'en soucie même pas. Elle a passé des heures au bloc opératoire à opérer quelqu'un d'autre. Où avez-vous déjà vu une femme comme ça? » Le docteur Tatt m'a regardé avec compréhension, puis s'est adressé à Madame Johnson sévèrement. « Madame, je crois qu'il y a un malentendu. La patiente est arrivée dans un état beaucoup plus critique. La décision du docteur Callaway de donner la priorité à son opération est tout à fait conforme au protocole d'urgence. Elle a fait un excellent travail. Sans elle, la vie de la patiente aurait été en grand danger. Vous devriez être reconnaissante envers votre belle-fille. » Chaque mot du docteur Tatt était comme une douche froide sur la rage de Madame Johnson. Elle était sans voix, incapable de riposter. Son visage est passé du rouge au pâle dans un spectacle pitoyable. Elle m'a jeté un regard meurtrier et s'est précipitée vers la chambre de Kero. Je l'ai regardé partir, ressentant non pas tant de la satisfaction qu'une lassitude infinie. Que avais-je sacrifié pour cette famille? Je travaillais jour et nuit pour couvrir les dépenses de toute la maison. J'avais enduré silencieusement leur mépris et leurs critiques pendant les 5 dernières années. Et à la fin, à leurs yeux, j'étais toujours une belle fille insignifiante, un présage de malheur. La vérité est que, sans moi, cette famille ne serait pas où elle en est aujourd'hui. Je me suis souvenu du jour où nous avons décidé d'acheter un nouvel appartement dans un bon quartier résidentiel du côté nord de la ville. Kero était un simple responsable des ventes et son salaire couvrait à peine les dépenses. L'acompte de $75 000 provenait entièrement de mes économies, de l'argent que j'avais gagné avec des quarts de nuit sans sommeil et des repas pris à la hâte à l'hôpital. Mais au moment de signer l'acte, Kero m'a dit, « Pourquoi ne le mettons-nous pas à nos 2 noms? Nous sommes mariés, et cela mettra mes parents plus en sécurité. » J'ai accepté sans réfléchir à 2 fois. Je croyais que la maison était à nous, que l'argent n'était pas plus important que les sentiments. Et le VUS que Kero conduit maintenant, je l'ai acheté aussi.
Il a dit qu'il en avait besoin pour le travail pour faire bonne impression sur les clients. J'ai encore accepté. Je lui ai donné une carte de crédit familial pour qu'il puisse dépenser de l'argent sans avoir à me le demander. Je pensais que si mon mari réussissait, je serais fier aussi. Et Zola, cette fragile belle-sœur, ses frais de scolarité dans un collège privé, le cours d'été à New York, les vêtements de marque, les sacs à main coûteux. D'où venait tout cela? De ma poche. Chaque fois qu'elle demandait quelque chose à son frère avec douceur, Kéro se tournait vers moi et disait « Allez, donne-lui un peu, la pauvre chose. » Et je cédais encore. Je la considérais comme ma vraie sœur. Je voulais qu'elle vive sans manque, sans se sentir désavantagée. Il s'avère que je ne soutenais pas seulement mon mari et ma belle famille, mais aussi la maîtresse de mon mari. Je n'étais rien de plus qu'un guichet automatique ambulant, un guichet automatique qui savait marcher, travailler et même endurer. Ma générosité, mon sacrifice était de la stupidité à leurs yeux. Ils s'étaient habitués à recevoir sans avoir à donner. Ils s'étaient habitués à ce que je sois toujours dans l'ombre, soutenant silencieusement leur vie de luxe et d'apparence vaine. Je leur ai tout donné, et en retour, j'ai reçu la plus amère des trahisons. Solène, va te reposer un peu. Tu as l'air terrible. La voix du docteur Tate m'a arraché à mes pensées. J'ai hoché la tête, je l'ai remercié et je me suis dirigé d'un pas lourd vers le salon des médecins. J'avais besoin de repos, non pas à cause de l'épuisement physique, mais parce que mon âme était drainée, mais je savais que je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. La pièce venait de commencer. Les preuves dont je venais de me souvenir, les injustices que j'avais subies, tout cela serait le combustible de la vengeance à venir. Sont-ils habitués à la Solène Callaway docile et patiente? Parfait. Je vais leur montrer une Solène complètement différente, une Solène dont le nom même les fera trembler. Combien l'hypocrisie de cette belle famille vous a-t-elle indigné? Si votre gentillesse a déjà été exploitée et que vous cherchez à être compris, laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Chaque histoire partagée est une brique qui construit un mur solide sur lequel nous pouvons tous nous appuyer. Je ne suis pas allé directement au salon. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la chambre de Kéro, où il était sous observation après le scanner cérébral. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte, et un mélange des sanglots de ma belle-mère et de la voix grave de mon beau-père provenait de l'intérieur. « Octavia, arrête de pleurer. Faire une scène ne résoudra rien. » Le médecin a dit que Kéro n'avait qu'une légère commotion cérébrale. « Sa vie n'est pas en danger, » a dit M. Sterling Johnson. « N'est pas en danger? Et pourquoi a-t-il l'air comme ça, la tête bandée comme ça? C'est à cause d'elle. Depuis qu'elle a mis les pieds dans cette maison, nous n'avons pas eu un seul jour de paix. » La voix de Madame Johnson était encore chargée de venin. Je suis resté silencieuse devant la porte, serrant les poings. Même dans une situation comme celle-ci, elle trouvait encore un moyen de me blâmer. « Tais-toi une minute, » a crié Monsieur Johnson. « Et si les médecins vous entendaient? Pensez-vous que je ne sais rien de Kéro et Zola? Vous les avez encouragés, et maintenant que tout a explosé, vous blâmez Solène. Vous rendez-vous compte à quel point vous êtes irrationnel? » J'étais abasourdi. Mon beau-père savait. Il savait pour la liaison entre Kéro et Zola. Alors pourquoi était-il resté silencieux tout ce temps? Moi? Qu'est-ce que j'ai encouragé? Je ne l'ai fait que parce que j'avais pitié de Zola. Qu'est-ce qui ne va pas avec Kéro qui prend un peu soin de sa sœur? Ne m'accusez pas injustement. La voix de Madame Johnson semblait quelque peu coupable. Pitié? Monsieur Johnson a raillé. Regardez comment elle dépense l'argent. Vêtements de marque, le dernier téléphone portable. D'où pensez-vous que tout cela vienne? Pensez-vous que je suis vieux et que je ne sais pas ce qui se passe? C'est tout l'argent de Solène. Elle se casse le dos pour soutenir toute cette maison, son mari et sa belle-sœur. Et vous la traitez plus mal qu'une étrangère. Ne pensez-vous pas que vous êtes trop cruel? Chaque mot de mon beau-père était comme un coup de marteau sur ma poitrine. Mais ce n'était pas un coup de marteau de douleur, c'était d'étonnement. Dans cette maison froide, il y avait au moins une personne qui reconnaissait mon effort et mon sacrifice. Bien qu'il ne l'ait jamais dit, il le savait. Madame Johnson se tut. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que son mari dise une chose pareille. Après un long moment, elle cria avec amertume, « Comme c'est merveilleux, tu la défends. Est-ce ta belle-fille ou ta fille? Tu ne penses pas à la réputation de cette famille. Si ça se sait,
où allons-nous cacher nos visages? Réputation, la voix de Monsieur Johnson était pleine de sarcasme. As-tu pensé à la réputation quand ton fils se faufilait dans des hôtels avec sa sœur? As-tu pensé à la réputation quand tu achetais des choses pour la maîtresse de ton fils avec l'argent de ta belle-fille? Et maintenant, tu as honte. Il est trop tard. Leur conversation fut interrompue par un gémissement de Kero. Papa. Maman, j'ai tellement mal à la tête. J'ai entendu le bruit d'une chaise qui bougeait et des pas précipités. Je savais que je ne devais pas continuer à écouter. Je me suis détourné silencieusement, mais mon esprit était un tourbillon de pensées. Mon beau-père, que je considérais comme un homme réservé, à l'ancienne, complice de sa femme, s'avérait être le seul à me comprendre. Mais pourquoi a-t-il choisi le silence? Y avait-il une raison plus profonde? Je me suis dirigé vers le bureau du docteur Tate. J'avais besoin d'en savoir plus sur l'état de Kero. Le docteur Tate examinait les images du scanner. Me voyant entrer, il me fit signe de m'asseoir. Asseyez-vous. J'allais justement vous appeler. Comment va-t-il? Demandai-je. Il a eu de la chance, dit le docteur Tate, ne cachant pas une pointe d'ironie. Commotion cérébrale légère, hématome épidural minime. Avec quelques jours d'observation, il pourra rentrer chez lui. L'impact est principalement dû au fait qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité et que son taux d'alcoolémie était assez élevé. Pas de ceinture de sécurité, taux d'alcoolémie élevé. Chaque indice confirmait ce que je savais déjà. Ils avaient passé une nuit de plaisir et d'imprudence, et maintenant ils en payaient les conséquences. Et la jeune fille, demandai-je, me forçant à garder un ton indifférent. Elle est dans un état bien plus grave. Outre le vaisseau rompu, elle a 2 côtes fracturées et une contusion pulmonaire. Elle devra être admise pendant au moins 2 semaines. Vous avez agi juste à temps, sinon l'issue aurait été incertaine. Le docteur Tate me regarda avec inquiétude. Céline, je sais à quel point c'est difficile pour vous, mais vous devez rester forte. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. Merci, docteur, je réussis à esquisser un sourire fatigué. Je vais bien. C'est juste qu'en tant que médecin traitant et membre de la famille, je pourrais avoir besoin de vérifier les effets personnels des 2 patients pour contacter la famille ou trouver des documents nécessaires. Le docteur Tate hésita un instant, puis acquiesça. Très bien. Techniquement, c'est contraire au règlement, mais dans ce cas, cela semble nécessaire. Allez à l'administration et dites que je vous ai donné la permission. Je savais que je contournais les règles, mais je devais le faire. J'avais besoin de savoir où ils étaient allés, ce qu'ils avaient fait. J'avais besoin de preuves irréfutables pour mettre fin à cette mascarade une fois pour toutes. Je suis allé à l'administration. L'infirmière en chef me regarda avec un mélange de curiosité et de compassion. Elle me tendit 2 sacs de preuves en plastique scellés. L'un était celui de Kero, l'autre celui de Zola. Je les pris. Ils semblaient étrangement lourds. Je ne les ouvris pas immédiatement. Je les emmenai dans la salle de repos des médecins où il n'y avait personne, et je fermai la porte à clé. Je m'assis sur une chaise, pris une profonde inspiration, et ce n'est qu'alors que j'ouvris lentement le sac de Kero. À l'intérieur se trouvait le portefeuille en peau d'alligator que je lui avais offert pour notre 3e anniversaire, son dernier modèle d'iPhone avec un écran brisé, et un jeu de clés. J'ouvris le portefeuille. Outre sa carte d'identité et quelques cartes de crédit, je trouvai quelque chose qui me glaça le sang. Ce n'était pas une photo de moi ou une photo de famille. C'était une petite photo de Zola à Myrtle Beach dans un bikini sexy avec un sourire radieux. La photo était un peu usée avec des bords roses. Depuis combien de temps la gardait-il dans son portefeuille? Je ressentis une vague de colère et de dégoût, mais je la réprimai. Je mis la photo de côté et ouvris le sac de Zola. À l'intérieur, il y avait aussi un téléphone portable cassé, un portefeuille de créateur et quelques bijoux. Mais lorsque je vidai le contenu du sac sur la table, d'autres choses se répandirent qui me donnèrent la chair de poule, une clé de chambre d'hôtel avec le logo du Serenity Retreat, un complexe luxueux juste à l'extérieur de Charlotte, en Caroline du Nord, une boîte déjà ouverte de la pilule du lendemain, et un reçu. Je pris le reçu. Les chiffres et les lettres semblaient danser devant mes yeux. C'était une facture pour un séjour de 2 jours et une nuit dans la suite présidentielle avec des services supplémentaires comme du vin, un dîner romantique aux chandelles et un forfait spa pour couple. Le montant total s'élevait à près de $3 000. $3 000. Et le payeur était Kero Johnson.
Maintenant, tout était trop évident. Tout était exposé. Non seulement ils se rencontraient en secret, mais ils partaient en escapade romantique avec mon argent. Pendant que je m'épuisais avec l'écart de travail et les soucis de famille, ils vivaient comme un vrai couple marié. Je restais assise là, au milieu des preuves de la trahison. Je ne pleurais ni ne criais. Je ne ressentis qu'un vide terrifiant. Mais dans ce vide, une idée, un plan commença à germer. Ils étaient bouche bée. Mais je savais que ce n'était que le début. Et ce que j'allais découvrir dans leurs affaires serait la véritable preuve qui me glacerait le sang. Je suis restée assise, immobile, dans la salle de repos des médecins. La froide lumière fluorescente illuminait les preuves de la trahison éparpillées sur la table. Le reçu du complexe, la boîte de pilules, la photo de Zola dans le portefeuille de Kero. Chaque objet semblait crier, se moquant de ma stupidité des 5 dernières années. J'avais pensé que la plus grande douleur était de les voir ensemble. Mais non, la plus grande douleur était de réaliser que la tromperie avait été méticuleusement planifiée, exécutée dans mon dos et financée avec l'argent que je gagnais à la sueur de mon front. Je ne ressentais plus de douleur, seulement une rage glaciale qui s'infiltrait dans mes os. Je n'allais pas laisser cela se terminer si facilement. Il m'avait trop blessé. Il devait payer un prix proportionnel. J'ai soigneusement tout rassemblé, et avec mon téléphone, j'ai photographié chaque détail du reçu, de la boîte de pilules et de la photo. Je savais que ce seraient mes armes les plus acérées dans la bataille à venir. Je n'allais pas faire de scène. Je ne leur montrerai pas ma colère. Je continuerai à jouer le rôle de l'épouse compatissante, de la belle-sœur généreuse. Je les laisserai jubiler, je les laisserai baisser leur garde, et quand ils s'y attendraient le moins, je porterai le coup final. J'ai supprimé toutes les photos que je venais de prendre de la galerie et je les ai déplacées vers un dossier caché protégé par un mot de passe. Puis j'ai rendu les 2 sacs d'effets personnels à l'administration, en disant que je n'avais trouvé aucune information utile. Je devais effacer toute trace. Personne ne pouvait savoir que je savais tout. Je suis retourné dans la chambre de Kero. Madame Johnson était toujours assise là avec une expression aigre. Monsieur Johnson lisait silencieusement le journal. Me voyant entrer, Madame Johnson me regarda de côté, puis tourna la tête. Je n'ai rien dit non plus. Je me suis approché silencieusement du lit et j'ai vérifié la perfusion intraveineuse de Kero. Il dormait toujours. Sa respiration était régulière. En regardant le visage qui avait autrefois fait battre mon cœur plus vite, je ne ressentais plus que de l'étrangeté et de la répulsion. J'ai forcé une expression inquiète et j'ai demandé à Monsieur Johnson, « Beau-père, le médecin a-t-il dit quand Kero se réveillera ?» Monsieur Johnson plia le journal et me regarda. Il y avait des excuses dans ses yeux. Le médecin dit probablement cet après-midi. « Vous êtes debout toute la nuit. Pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer un peu à la maison? Nous resterons ici. » Non, beau-père, je secouai la tête et dis d'une voix faible, « Comment puis-je me reposer tranquille avec Kero dans cet état? Il vaut mieux que je reste ici au cas où je pourrais aider à quelque chose. » Je savais que je devais rester pour jouer mon rôle à la perfection, pour leur montrer ma loyauté et ma générosité, et surtout pour observer et en savoir plus. Je voulais savoir comment il me traiterait après tout cela. Cet après-midi, Kero se réveilla. La première chose qu'il fit ne fut pas de s'enquérir de moi, mais de regarder autour de lui, cherchant quelqu'un. « Zeda, où est Zola? Va-t-elle bien ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. J'eus l'impression qu'une main invisible me serrait le cœur, mais je gardai mon calme. Zola va bien. Je viens de l'opérer. Elle est en salle de réveil, sous observation. En m'entendant, Kero laissa échapper un soupir de soulagement. Merci. Merci beaucoup, Céline, dit-il en prenant ma main avec un regard plein de gratitude. Mais je savais que cette gratitude n'était pas pour moi, mais pour avoir sauvé sa maîtresse. Je retirai ma main silencieusement. Repose-toi. Ne parle pas beaucoup. Tu vas te fatiguer. Madame Johnson, voyant son fils se réveiller, se précipita rapidement vers lui, heureuse de lui demander comment il allait. Mais sa première question ne concernait pas non plus la santé de son fils. Kero, dis à maman comment vous vous êtes retrouvé dans cet état. Est-ce que cette Céline vous a fait quelque chose pour vous mettre en colère et vous faire quitter la maison? Je suis resté là à écouter ces paroles et n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement. Même dans cette situation, elle cherchait encore un moyen de me blâmer. Kero sembla déconcerté. Il me regarda de côté, puis sa mère.
Non, maman. C'était de ma faute. De ta faute? N'importe quoi, rétorqua Madame Johnson. Ne te connais-je pas? Je suis ta mère. Ta femme a sûrement fait quelque chose de mal. Elle t'a mis en colère, et c'est pourquoi. Maman, arrête, l'interrompit Carole soudainement. C'était la première fois en 5 ans que je le voyais faire une chose pareille. Il se tourna vers moi avec un regard complexe. Il y avait de la culpabilité, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la peur. Céline, je suis désolé. Ces excuses ne me touchèrent pas. Au contraire, elles me mirent encore plus sur mes gardes. Pourquoi s'excusait-il? Avait-il peur que je raconte tout? Ou y avait-il une autre conspiration derrière ces excuses? Je ne répondis pas. Je me contentais de me détourner en silence. Je me suis dirigé vers la salle de réveil de Zola. Je devais prendre de ses nouvelles. Quand je suis arrivé, Zola venait également de se réveiller de l'opération. Elle était faible et pâle sans la moindre trace de son arrogance et de son défi habituel. En me voyant, ses yeux s'écarquillèrent, et après un éclair de surprise, son regard devint prudent. « 6, qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle d'une voix faible. Je tirai une chaise et m'assis à côté de son lit. « Je suis venu voir si tu étais morte » dis-je d'une voix glaciale. Zola devint aussi blanche qu'un fantôme et se raidit. « 6, qu'est-ce que tu dis? M'as-tu bien entendu » Je souris légèrement. « Je t'ai demandé si tu étais morte. Sinon, c'est dommage. Si tu étais morte, tout serait beaucoup plus simple. » L'expression fragile disparut du visage de Zola, remplacée par de la colère. « Comment oses-tu » ? « Oh, j'ose, l'interrompis-je. Et pas seulement en parole, mais en acte. Ta vie a été sauvée par moi, donc je peux aussi te la reprendre. Facile, tu ne trouves pas ? Je me penchai sur son visage et lui chuchotai menaçante à l'oreille. Ne crois pas que je ne connais pas les belles choses que toi et ton cher frère avez faites dans mon dos. Le Serenity Retreat, la pilule du lendemain. Ai-je besoin de continuer ? Tout le corps de Zola trembla violemment. Elle me regarda avec incrédulité, ses yeux remplis de peur et de panique. Comment ? Comment ? J'en sais bien plus que tu ne le penses, souris-je avec un sourire narquois. Je reculai de quelques pas et repris mon expression froide et médicale. Je te donne une chance. Soit tu me dis tout, soit je m'assurerai que le reste de ta vie dans cet hôpital soit pire que la mort. Tu choisis. Sur ce, je me tournai et partis, laissant Zola plonger dans une terreur absolue. Je savais que je faisais quelque chose de très dangereux. Je menaçais ma patiente, mais je n'avais pas d'autre option pour me protéger. Parfois, je devais aussi devenir une bête. Et j'avais le sentiment que la relation entre Kero et Zola n'était pas une simple affaire. Il y avait un secret bien plus sombre derrière cela, et seul Zola pouvait me donner la réponse. Ma menace semblait avoir eu un effet. Tout au long de cette nuit, Zola a subi une crise de panique. Sa tension artérielle a grimpé en flèche, et elle a montré des signes d'infection au niveau de la plaie chirurgicale. L'infirmière de garde a dû m'appeler pour que je retourne à l'hôpital au milieu de la nuit. Quand je suis entré, Zola était recroquevillée dans son lit, tremblant de la tête aux pieds, les yeux grands ouverts de peur. En me voyant, c'était comme si elle avait vu un fantôme, et elle a rapidement tiré la couverture sur sa tête. J'ai fait signe à l'infirmière de partir. J'ai tiré une chaise et me suis assise pour l'observer en silence. Je n'ai rien dit, laissant le silence et sa propre peur faire leur travail. Après un long moment, incapable de supporter le silence suffocant, Zola a sorti sa tête de sous la couverture et m'a regardé avec des yeux suppliants. « Sœur, s'il te plaît, je vais tout te dire. »« Je vais tout te dire » a-t-elle supplié. Mais j'ai continué à attendre en silence. « Ce n'est pas seulement à propos de moi et de Kero » a commencé Zola, tremblant de peur. « Octavia, votre belle-mère savait tout. C'est elle qui a tout planifié. » J'étais stupéfaite. Madame Octavia Johnson, ma belle-mère, cette femme qui a toujours prétendu être stricte et moralisatrice, était celle qui tirait les ficelles de cette relation pécheresse. « Continue » ai-je ordonné d'une voix inexpressive. Zola m'a tout raconté, en tremblant. Sa relation avec Kero avait commencé avant que je ne l'épouse. Ils étaient amoureux depuis l'université, mais Madame Johnson s'y était fermement opposée parce que Zola était orpheline, et sa famille n'était pas à la hauteur.
Elle a forcé Kero à rompre avec Zola et à m'épouser, moi, une femme avec un emploi stable, des revenus élevés et une famille normale pour obtenir un bouclier et quelqu'un pour soutenir financièrement la famille. Mais parce qu'elle ne pouvait supporter de voir son fils souffrir, elle leur a permis de continuer à se voir dans mon dos. Elle a dit à Zola, sois juste sa maîtresse dans l'ombre. Ne t'inquiète pas, attends quelques années, et une fois que Solène Callaway aura donné un enfant à cette maison, je trouverai un moyen de la mettre à la porte pour que vous puissiez être ensemble officiellement. En entendant ces mots, j'ai senti mon sang se glacer. C'était une conspiration cruelle et parfaite. Ils avaient fait de moi un outil, une machine à reproduire, un distributeur automatique. Ils avaient utilisé mon amour et mon sacrifice pour leur plan sordide. Ils avaient tout calculé, sauf une chose, que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et pourquoi maintenant, ai-je demandé d'une voix rauque. Pourquoi cette précipitation à partir en vacances? Pourquoi as-tu été si négligente au point d'avoir un accident? Zola a hésité un instant, puis a avoué quelque chose d'encore plus terrible. Parce que j'étais enceinte. Enceinte? Ce mot a résonné dans mes oreilles comme le tonnerre. J'ai regardé l'abdomen de Zola, encore bandé après l'opération. Mais tu viens de subir une rupture de vaisseau sanguin. Comment ça se fait? Non, m'a interrompu Zola à voix basse. J'étais à presque 3 mois à cause de l'accident. Je l'ai perdu. J'ai bondi. La chaise est tombée en arrière avec fracas. Tout mon corps tremblait violemment. Je l'avais sauvé. Mais je n'avais pas pu sauver une vie innocente qui n'était coupable de rien. Moi, médecin, je ne savais pas que ma patiente était enceinte. La belle-mère, votre belle-mère, savait que j'étais enceinte, a poursuivi Zola. C'est elle qui nous a poussés à partir en vacances pour que je puisse me reposer et m'éloigner de vous. Elle a dit que dès que j'aurais donné naissance à un enfant, elle dirait à Kero de divorcer d'avec vous, que vos biens, le condo, le SUV, finiraient tous par appartenir à Kero et à notre fils. Je ne pouvais plus écouter. Je suis sorti de la pièce en titubant, en m'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. Tout avait dépassé les limites de ma patience. La trahison, la tromperie, le calcul, tous poussés à l'extrême. Ils voulaient non seulement prendre mon mari, mais aussi mon enfant, si j'en avais eu un, et mes biens. C'était une bande de démons sous peau humaine. J'ai couru à la salle de bain et j'ai vomi violemment. J'ai vomi tout ce que j'avais dans l'estomac et avec lui toute l'amertume et la colère que j'avais réprimée pendant les 5 dernières années. Quand je n'avais plus rien à vomir, je me suis effondré sur le sol froid et j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré sur mon sort, sur le bébé qui n'a jamais vu le jour. J'ai pleuré pour tout. Mais au milieu des sanglots, j'ai vu mon reflet dans le miroir d'en face. Une femme pathétique, misérable, avec des yeux gonflés et un visage marqué par les larmes. Non, je ne pouvais pas m'effondrer comme ça. Je ne pouvais pas les laisser s'en tirer comme ça. J'avais assez pleuré. À partir de ce moment, il n'y aurait plus de larmes, seulement de la haine et un plan de vengeance impitoyable. Je me suis levé, je me suis lavé le visage et j'ai regardé attentivement mes yeux dans le miroir. Injecté de sang, mais maintenant vif. Solène Callaway, tu dois vivre. Tu dois vivre pour leur faire payer. Et je savais que pour mener à bien ce plan, je ne pouvais pas le faire seul. J'avais besoin d'un allié. Et à ce moment précis, la seule personne en qui je pouvais avoir confiance, la seule personne avec la force et la compréhension nécessaires pour m'aider était mon beau-père, Monsieur Sterling Johnson. Madame Johnson avait tout calculé, mais elle avait commis une erreur fatale, sous-estimant le silence de son mari. L'histoire a atteint son point culminant. Le plan de vengeance de Solène réussira-t-il? Et quel sera le rôle de son beau-père dans cette guerre? Si vous attendez avec impatience ce tournant passionnant, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour être le premier à voir le prochain chapitre. Votre soutien est le moteur qui nous pousse à continuer cette histoire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit inhabituelle. Les pleurs de la nuit précédente semblaient avoir effacé toute la faiblesse et le doute en moi. Maintenant, un seul objectif restait dans mon esprit, faire payer ceux qui m'avaient fait du mal. Je savais que pour affronter quelqu'un d'aussi rusé que Madame Johnson, la haine ne suffisait pas. J'avais besoin d'un plan parfait et sans faille. Et pour cela, j'avais besoin de l'aide de mon beau-père, Monsieur Sterling Johnson. Profitant du fait que Madame Johnson était sortie faire des courses, j'ai attendu midi pour me rendre dans la chambre de Kero. Monsieur Johnson était assis là tranquillement en train d'éplucher une pomme pour son fils.
En me voyant entrer, il a levé les yeux avec une légère surprise. Je n'ai rien dit. J'ai simplement tiré une chaise et me suis assise en face de lui. Beau-père, ai-je commencé, ma voix calme et claire. J'ai besoin de vous parler. Monsieur Johnson a posé le couteau et la pomme et m'a regardé attentivement. Parlez. Je vous écoute. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je lui ai tout raconté de ce que Zola m'avait avoué la nuit précédente. J'ai parlé de la conspiration de Madame Johnson, de la façon dont elle connaissait et consentait à la relation entre Kero et Zola avant même notre mariage. J'ai parlé de son plan pour faire de moi une machine à reproduire et un distributeur automatique. Et enfin, j'ai parlé de l'enfant perdu de Zola et de la façon dont Madame Johnson avait promis d'ouvrir la voie à Zola et à son enfant pour me remplacer. Pendant que je parlais, ma voix est restée ferme sans une once de tremblement. Je ne me plaignais pas pour demander de la compassion. J'énonçais simplement les faits. Pendant que je parlais, Monsieur Johnson a écouté en silence. Son visage s'est assombri. Ses mains, posées sur ses genoux, se sont serrées si fort que ses veines sont apparues. Quand j'ai fini, il a soupiré profondément, ne disant rien. Ce soupir semblait contenir toute la déception et la douleur du monde. Après un long moment, il m'a regardé. Ses yeux étaient un mélange de tristesse et de culpabilité. « Solène, je suis désolé, a-t-il dit d'une voix rauque. J'étais un lâche. Je savais que votre belle-mère n'était pas une bonne personne. Mais pour le bien de la famille, pour les apparences, j'ai choisi le silence. Je ne savais pas que mon silence vous causerait autant de douleur. Je ne vous en veux pas, beau-père, ai-je répondu. Je veux juste vous demander une chose. Êtes-vous prêt à vous joindre à moi maintenant pour dénoncer tout cela? Pour obtenir justice pour moi et pour cet enfant perdu? Une détermination que je n'avais jamais vue auparavant s'est affichée dans les yeux de Monsieur Johnson. Que dois-je faire? A-t-il demandé. Une seule chose, ai-je dit en me penchant plus près de lui. Faites-moi confiance et suivez mon plan. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. Mon plan était très simple, mais très audacieux. Je voulais utiliser la propre conspiration de Madame Johnson comme une arme contre elle. Je voulais jouer leur jeu de rôle. Parfait. J'allais mettre en scène une pièce de théâtre beaucoup plus grande avec elle, une pièce dans laquelle j'étais le metteur en scène. Dans un premier temps, j'ai demandé à Monsieur Johnson d'appeler Madame Johnson et de lui dire que Kero, en apprenant la perte du bébé de Zola, était bouleversé et désespéré. Monsieur Johnson devait jouer le rôle du mari essayant de consoler sa femme. Il devait lui dire que ce qui était fait, et que le plus important maintenant était que Zola se rétablisse bientôt pour donner à la famille un autre héritier légitime. Il devait également laisser entendre que Kero était complètement déçu de moi et semblait impatient d'obtenir le divorce. Monsieur Johnson a parfaitement joué son rôle au téléphone. Madame Johnson, en l'écoutant, a poussé un soupir de soulagement. Elle croyait que tout se passait comme prévu, que je ne savais toujours rien et que Kero était complètement de son côté. Elle ne se doutait de rien et a même dit gaiement à Monsieur Johnson qu'elle achèterait les meilleurs aliments reconstituants pour sa future belle-fille. Dans un deuxième temps, j'ai commencé ma propre performance. J'ai fait semblant d'être une femme submergée par la douleur et le regret. Je suis allé dans la chambre de Kero en pleurant et je me suis excusé de ne pas avoir bien pris soin de lui. Je lui ai dit que j'étais trop concentré sur mon travail et que j'avais négligé la famille. J'ai promis que j'allais changer. Je serais une bonne épouse. Kero, pris entre la culpabilité qu'il ressentait déjà et mon changement d'attitude surprenant, ne s'est douté de rien. Il a même pris ma main et m'a consolé, disant que ce n'était pas de ma faute. Je suis également allé dans la chambre de Zola, lui apportant des fruits et de la soupe au poulet. Je me suis assise à ses côtés et, les yeux larmoyants, j'ai pris sa main. Zola, je suis désolé. Je ne savais pas. J'ai laissé la phrase inachevée exprès. Zola, qui avait déjà reçu mes instructions, a également joué parfaitement. Elle a éclaté en sanglots et a dit, « Sœur, c'est de ma faute. J'ai trahi votre confiance. » Nous avons mis en scène une scène touchante de réconciliation entre belles-sœurs. Et bien sûr, cette scène est parvenue aux oreilles de Madame Johnson. Elle est devenue encore plus euphorique. Elle croyait que j'avais complètement abandonné, que j'essayais de me réconcilier avec elle pour sauver mon mariage. Le piège était parfaitement tendu. Tous les acteurs étaient à leur place. La belle-mère, ivre de sa victoire, ne se doutait pas que le filet que mon beau-père et moi avions secrètement tissé se refermait lentement autour d'elle,
et que le plus gros poisson nageant directement dans ce filet était elle-même. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à rassembler des preuves cruciales. J'ai demandé à un ami qui travaille dans une compagnie de téléphone de me procurer tous les relevés d'appels et de SMS entre Madame Johnson, Kero et Zola pour l'année écoulée. Les preuves ont clairement exposé leur plan. De l'organisation des voyages d'affaires de Kero, qui étaient en fait des escapades avec Zola, à la discussion sur les moyens de me soutirer de l'argent. Tout était prêt. J'attendais juste le moment opportun, une scène assez grande pour baisser le rideau sur cette farce. Et l'opportunité est arrivée plus tôt que je ne le pensais. Madame Johnson, dans son arrogance, a décidé d'organiser une fête à la maison pour célébrer la guérison de Kero et de Zola après l'accident. Elle a invité tous leurs parents et amis proches. Son but était évident, profiter de l'occasion pour m'humilier publiquement et ouvrir la voie à Zola. Elle ne savait pas que la fête qu'elle avait si soigneusement préparée serait la scène que j'attendais. Ce serait l'endroit où tous les secrets sales seraient révélés. La fête a eu lieu un samedi soir dans la même maison que j'avais contribué à payer avec une petite fortune. La maison était somptueusement décorée. Les lumières brillaient et l'atmosphère était animée. Madame Johnson, vêtue d'un tailleur de velours rouge foncé, se promenait en saluant tout le monde avec un sourire triomphant. Elle ressemblait à une reine présidant un banquet de victoire. Kero et Zola avaient également été libérés de l'hôpital. Kero portait un élégant costume, bien que son visage soit encore pâle. Il marchait à mes côtés, prononçant parfois un mot d'intérêt, jouant parfaitement le rôle du mari repenti. Zola, dans une robe blanche immaculée, était assise dans un coin, faisant semblant d'être fragile et pitoyable. Tous les regards de sympathie des proches étaient dirigés vers elle. Moi, la protagoniste de cette farce ratée, portais simplement une modeste robe noire avec un maquillage léger pour cacher ma fatigue. Je me suis déplacé dans la fête en servant du thé et des boissons, remplissant mon rôle de belle-fille dévouée et d'épouse généreuse. Personne ne s'est rendu compte que derrière mon sourire résigné, une tempête se préparait. Quand presque tout le monde eut fini de dîner, Madame Johnson se leva solennellement, leva son verre de vin et prit la parole. Aujourd'hui, au nom de ma famille, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus de loin pour partager notre joie. Récemment, notre famille a traversé une grande frayeur. Mon fils et ma fille adoptive ont subi un accident malheureux. Mais grâce à la bénédiction de nos ancêtres et à l'aide du ciel, tous deux ont surmonté la crise. Elle fit une pause et me regarda avec arrogance. Je profite également de cette occasion pour remercier ma belle-fille, Solène Callaway. Bien qu'il y ait eu quelques malentendus dans leur mariage, en ces temps difficiles, elle a pris soin et traité son mari et sa belle-sœur avec une grande dévotion. C'est une belle-fille vraiment merveilleuse. La salle éclata en applaudissements. Les gens me regardèrent avec admiration, louant ma tolérance et ma générosité. Madame Johnson sourit triomphalement. Elle avait réussi à construire l'image d'une belle-mère raisonnable, d'une famille harmonieuse et heureuse. J'étais devenu un outil pour rehausser sa propre réputation. Mais elle ne savait pas que sa pièce de théâtre était sur le point de se terminer. Lorsque presque tout le monde eut fini de manger, Madame Johnson se leva à nouveau. Cette fois, sa voix était légèrement plus grave. Amis, aujourd'hui, en plus de célébrer la guérison de mes enfants, j'ai une autre annonce importante à faire. La pièce devint silencieuse. Elle s'éclaircit la gorge et me regarda droit dans les yeux. La relation entre Kero et Solène a subi de nombreuses fissures récemment, et tous deux sont épuisés. Je crois que le moment est venu pour eux de se laisser partir. De se laisser partir. Ces 4 mots, bien qu'elle les ait prononcés doucement, sonnaient comme une sentence préprononcée. Les gens commencèrent à chuchoter. Elle leva la main pour les faire taire. Mais notre famille est une famille décente. Solène est notre belle-fille depuis 5 ans. Et même si elle n'a eu aucun mérite, elle a travaillé dur. Par conséquent, après le divorce, notre famille a décidé de verser à Solène une compensation de $15 000. 15 000 $ comme une petite aide pour que la jeune fille puisse commencer une nouvelle vie. Et cette maison, où le couple vivait, est la propriété de notre famille. Donc, naturellement, Kero continuera à la gérer. 15 000 $ et la maison étaient la propriété de leur famille. Son audace dépassait mon imagination. Le condo que j'avais acheté avec plus de 75 000 $ était maintenant devenu la propriété de sa famille, et mes 5 années d'efforts, d'argent et de jeunesse ne valaient que 15 000 $. J'ai vu le sourire moqueur de Zola et le regard triomphant de Kero. Ils attendaient que je pleure, que je supplie ou que je fasse une scène.
Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis lentement levé, j'ai avancé et j'ai fait face à tout le monde. Je n'ai pas regardé Madame Johnson, mais directement mon beau-père, Monsieur Sterling Johnson, la dernière conscience restante dans cette famille. Beau-père, oncle, tante, tout le monde commençait-je à parler. Ma voix n'était pas forte, mais elle résonnait clairement dans toute la pièce. Puis-je dire quelques mots? Madame Johnson essaya de m'interrompre, mais Monsieur Johnson leva la main pour l'arrêter. Parlez, dit-il. J'apprécie la générosité de ma belle-mère. Je me tournai vers Madame Johnson. Un sourire froid apparut sur mes lèvres. 15 000 $ c'est beaucoup d'argent, mais je ne pense pas en avoir besoin parce que... Je fis une pause, j'examinai tout le monde, puis je continuai d'une voix ferme, point parce que toute ma fortune, celle de mon mari et probablement celle de toute cette famille est sur le point de disparaître jusqu'au dernier centime. Toute la pièce entra en émoi. Les gens me regardaient avec incrédulité. Madame Johnson cria, « Qu'est-ce que vous dites? Êtes-vous devenue folle? » Je ne suis pas devenue folle, répondis-je. Ma voix était terriblement calme. Je ne fais que dire la vérité. Une vérité que je crois que tout le monde ici a besoin de connaître. Je me suis tourné et j'ai fait signe à quelqu'un que personne n'attendait. La porte du salon s'ouvrit, et nul autre que le docteur Sterling Tatt entra avec sa blouse blanche. Derrière lui suivaient 2 policiers en uniforme du comté de Fulton. L'atmosphère festive de la fête se figea instantanément. Tout le monde était sans voix. Il ne comprenait pas ce qui se passait. L'apparition du docteur Sterling Tatt et des 2 policiers transforma la fête de famille en une salle d'audience impromptue. Tous les regards passèrent de la surprise et de la curiosité à la confusion et à la peur. Madame Johnson fut la première à réagir. Elle se leva d'un bond, pointa un doigt vers moi et cria d'une voix aiguë, « Vous, pourquoi avez-vous appelé la police? Voulez-vous causer un scandale ici? » « Non, je ne suis pas venu pour causer un scandale, répondis-je avec la même voix étonnamment calme. J'ai seulement amené des gens pour témoigner de la vérité. Le docteur Tatt s'avança. Son visage était grave. Bonsoir à tous. Je suis Sterling Tatt, chef des services d'urgence de l'hôpital universitaire de Fulton. Aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que médecin, mais en tant que témoin. Il se tourna vers Kero et Zola, qui étaient assis, figés sur leur chaise. Monsieur Kero Johnson. Mademoiselle Zola Johnson, vous souvenez-vous de moi? Kero et Zola baissèrent la tête, n'osant pas le regarder. Le docteur Tatt continua, vous avez tous les 2 été emmenés à l'hôpital après un accident de la route, mais les analyses de sang ont révélé que le taux d'alcoolémie de M. Johnson dépassait la limite légale. Vous avez conduit en état d'ébriété, mettant en danger votre vie et celle des autres. C'est un crime qui engage la responsabilité pénale. L'un des policiers à côté de lui hocha la tête, confirmant, nous avons suffisamment de preuves pour porter plainte. Monsieur Johnson devra assumer la responsabilité légale de ses actes. Madame Johnson chancela et faillit tomber. Elle n'aurait jamais imaginé que l'accident qu'elle considérait comme une simple malchance aurait des implications juridiques. Mais ce n'était que le début. Je m'avançai et pris une pile de papier des mains du docteur Tatt. Ami, ma voix résonna. La conduite en état d'ébriété de mon mari a peut-être été une erreur momentanée, mais il existe d'autres erreurs systématiquement calculées qui ne peuvent être pardonnées. Je levai le reçu de Serenity Retreat. C'est le reçu pour l'escapade romantique de mon mari et de ma belle-sœur, Mademoiselle Zola Johnson, juste avant l'accident. Le coût total était de près de 3 000 $. 3 000 $ payés avec la carte de crédit familiale que j'ai donnée à mon mari, liée à mon compte bancaire. Des murmures s'élevèrent. Les gens regardaient Kero et Zola avec mépris. Et ce n'est pas tout, continuai-je, en sortant les relevés bancaires que j'avais préparés. Au cours de l'année écoulée, mon mari a secrètement transféré de l'argent de notre compte joint vers un compte secret au nom de Zola Johnson. Le total dépasse 50 000 $. 50 000 $. Cet argent a été utilisé pour que Mademoiselle Johnson puisse acheter des articles de luxe, voyager et payer la compte d'un appartement de luxe. Tout cela avec l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Vous inventez ça, cria Madame Johnson. Ce n'est pas possible. Inventé ou pas, ces chiffres ne mentent pas, répondis-je, en plaçant les relevés sur la table. Si ma belle-mère ne me croit pas, elle peut vérifier directement auprès de la banque. Et plus important encore. Je fis une pause et fixai intensément Zola, qui tremblait.
Peut-être que cet argent était pour les dépenses de l'héritier que toute cette famille attendait. N'est-ce pas, Zola? Mes mots furent comme une bombe au milieu de la pièce. Tout le monde haleta, incapable de croire ce qu'il entendait. Zola, enceinte de l'enfant de Kero? Madame Johnson regarda son fils, puis Zola avec incrédulité. Elle savait qu'ils se fréquentaient, mais peut-être même qu'elle ne connaissait pas la grossesse. Zola fondit en larmes et enfouit son visage dans la table. Son silence était la confession la plus éloquente. À ce moment-là, une autre femme parmi la foule se leva. C'était la femme du cousin de Kero. Elle s'approcha de Zola et dit d'une voix compatissante, « Zola, est-ce vrai? Dis-nous tout. » Puis elle se tourna vers moi. Ses yeux étaient remplis d'excuses. « Céline, je suis désolé. Je savais pour Kero et Zola depuis longtemps. J'ai essayé de les arrêter plusieurs fois, mais ils ne voulaient pas écouter. Je voulais te le dire, mais j'avais peur de briser la famille. » La confession de ma cousine par alliance fut comme un autre coup de poignard dans mon cœur déjà brisé. Pas seulement la belle famille, mais d'autres parents le savaient aussi. Ils l'avaient caché ensemble. Ils m'avaient pris pour une imbécile ensemble. Mais il n'y avait plus de temps pour la tristesse. Je devais finir cette pièce. Je regardais Kero, qui était assis comme une statue de pierre sans un seul mot d'explication ou d'excuse. Kero, j'appelais son nom d'une voix glaciale. Tu n'as rien à dire? Kero leva la tête et me regarda avec des yeux vides. Céline, mais il ne put continuer car à ce moment-là, mon beau-père, Monsieur Sterling Johnson, qui était resté silencieux depuis le début, se leva soudainement, se dirigea vers Kero sans dire un mot, et, à la stupéfaction de tous, leva la main et donna une forte gifle sur la joue de son fils, dont il avait toujours été si fier. La marque de 5 doigts était imprimée sur son visage. « Espèce de brute !» cria-t-il, sa voix tremblant de rage. « Sais-tu ce que tu as fait ?» Cette gifle n'était pas seulement pour Kero. Je savais que c'était les excuses et le repentir tardif de Monsieur Johnson envers moi. La pièce touchait à sa fin. Mais une gifle pouvait-elle effacer toutes les blessures? La vérité révélait m'apporterait-elle la paix? Pensez-vous que le geste du beau-père suffit à calmer la douleur de Céline? Si vous êtes solidaire avec elle, exprimez votre opinion avec un like et laissez un commentaire avec vos réflexions sur la situation. La gifle de Monsieur Johnson fut comme une cloche réveillant tout le monde de sa stupeur. L'atmosphère tendue dans la pièce se transforma en chaos. Madame Johnson, qui avait été stupéfaite pendant un instant, réagit finalement. Mais au lieu de reconnaître la culpabilité de son fils, elle se jeta sur moi. Ses yeux étaient injectés de sang. « Tout est de votre faute, espèce de femme stérile. Si vous aviez donné un petit enfant à cette maison, Kero n'aurait pas cherché une autre femme. » Ces paroles cruelles étaient comme du poison, versant du sel sur la blessure la plus profonde de mon cœur. Au cours des 5 dernières années, Kero et moi avions visité d'innombrables cliniques de fertilité. Les médecins disaient que nous étions tous les deux en bonne santé, que le moment n'était tout simplement pas encore venu. J'ai enduré silencieusement la pression de ma belle famille. J'ai bu d'innombrables décoctions d'herbes amères dans l'espoir d'avoir un enfant, et maintenant ce désir légitime était transformé en mon péché, l'excuse de l'infidélité de son fils. « Maman !» cria Kero. C'était probablement la première fois de sa vie qu'il élevait la voix sur sa mère. Mais Madame Johnson avait déjà perdu la tête. Elle continua à m'insulter et à m'humilier avec les mots les plus blessants. « Je vous le dis, ne croyez pas que vous avez gagné. Croyez-vous avoir gagné en démasquant Zola? Elle était enceinte. Enceinte de l'enfant de mon fils. Vous n'êtes rien d'autre qu'une femme stérile. Vous serez bientôt expulsé de cette maison. » À ce moment précis, une voix grave et puissante résonna, apaisant tout le bruit. « Vous, fermez votre bouche tout de suite. » C'était Monsieur Sterling Johnson. Il s'approcha et se plaça devant moi, confrontant sa femme. Son visage était rouge de colère. « Vous en avez assez fait. Vous considérez-vous encore comme un être humain? Céline vous a enduré, vous et toute cette famille, pendant 5 ans. N'est-ce pas suffisant? Et maintenant, vous devez piétiner ses blessures. Vous prenez son parti? Madame Johnson balbutia. C'est la belle-fille. C'est normal qu'elle endure. Qui lui a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant? Elle ne peut pas avoir d'enfant? Monsieur Johnson esquissa un sourire amer. Ce sourire contenait une profonde tristesse. Êtes-vous sûr que c'est sa faute?
Où est-ce à cause de votre précieux petit-fils? Les paroles de M. Johnson replongèrent la pièce dans le silence. Tout le monde était déconcerté, ne comprenant pas ce à quoi il faisait référence. Madame Johnson était également stupéfaite. Quoi? Que voulez-vous dire? Monsieur Johnson ne répondit pas à sa femme. Il se tourna vers Kero, qui était voûté et tremblant. Kero, parle. Dis à tout le monde ici la vérité. Combien d'années avez-vous trompé tout le monde, y compris votre femme? Le moment est venu pour vous d'affronter votre lâcheté. Papa, balbutia Kero. Son visage était blanc comme de la craie. Il leva la tête et me regarda. Dans ses yeux, je vis un désespoir et une honte extrême. Papa, s'il te plaît. Monsieur Johnson, déterminé à ne pas lui laisser d'échappatoire, dit fermement, si tu ne parles pas aujourd'hui, ne m'appelle plus père. Sous la pression de son père, et peut-être par des années de culpabilité accumulées, Kero craqua finalement. Il s'agenouilla sur le sol et fondit en larmes comme un enfant. C'est ma faute. Tout est de ma faute, dit-il entre deux sanglots. Je ne peux pas avoir d'enfant. Cette confession fut comme un coup de foudre, laissant toute la pièce sous le choc. Madame Johnson chancela. Elle attrapa le bras d'une chaise, les yeux grands ouverts d'incrédulité. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. Il y a 3 ans, les résultats des tests ont confirmé que je suis infertile en raison de complications de la CEP que j'ai eu enfant, continua Kero, en pleurant. Sa voix était étranglée. Je n'ai pas eu le courage de le dire à qui que ce soit. J'avais peur. Peur que maman soit déçue, que Céline me quitte. Alors je l'ai caché à tout le monde. Je restais là à écouter ses paroles, sentant le monde tourner autour de moi. Infertile. Il était infertile. Et pendant toutes ces années, il m'avait laissé supporter seul la pression. Il m'avait fait croire que c'était de ma faute. Il avait permis à sa mère de me blâmer et de m'humilier. C'était un lâche impardonnable. Mais alors une question encore plus terrible traversa mon esprit. Si Kero était infertile, à qui appartenait l'enfant que Zola portait? Je me tournai pour regarder Zola, qui était assise raide sur sa chaise, le visage aussi blanc que du papier. Tout le monde semblait penser la même chose. Tous les regards étaient fixés sur elle. Madame Johnson ouvrit la bouche, sa voix tremblant. Zola, l'enfant que tu attendais n'était pas de Kero? Zola ne répondit pas. Elle se contenta de secouer la tête vigoureusement alors que d'épaisses larmes roulaient sur ses joues. L'air dans la pièce devint irrespirable. Un secret avait été révélé, pour ne laisser la place qu'à un secret encore plus monstrueux. Il semblait que cette pièce n'était pas encore terminée. Elle avait des recoins sombres et des vérités que personne n'avait anticipées. Et je savais que pour dévoiler le dernier secret, je devais faire une chose. Une chose qui déciderait du sort de tous ceux qui se trouvaient dans cette pièce. La confession de Kero changea tout. Le fait qu'il soit infertile n'était pas seulement un choc pour sa famille, mais posait également une question énorme et terrifiante. Si ce n'était pas l'enfant de Kero, à qui appartenait l'enfant que Zola attendait? Toute l'attention, tous les regards de suspicion et d'accusation étaient maintenant braqués sur Zola Johnson. Elle était recroquevillée sur sa chaise, le visage baigné de larmes, tremblant comme une feuille dans le vent. Elle n'osait pas lever la tête pour regarder qui que ce soit. Parle. Dis-moi à qui appartient cet enfant. Madame Johnson fut la première à rompre le silence. Elle se jeta sur Zola, lui agrippa les cheveux et hurla comme un animal blessé. Tu as trompé toute notre famille. Avec quel bâtard as-tu couché dans le dos de mon fils? Zola ne fit que pleurer et supplier. Non, madame. Non, s'il vous plaît. Monsieur Johnson et certains parents se précipitèrent pour séparer Madame Johnson. La pièce replongea dans le chaos. Au milieu de cette scène frénétique, j'étais la seule à rester calme. Je ne haïssais plus Zola. Au lieu de cela, je ressentais de la pitié pour elle. Elle aussi était une victime, un pion dans le jeu de Madame Johnson et la lâcheté de Kero. Mais la compassion ne signifiait pas le pardon. La vérité devait éclater. Je m'approchai de Zola et m'assis à côté d'elle. Je ne criais pas et ne l'accusais pas. Je me contentais de poser une main sur son épaule et de dire d'une voix douce mais ferme, « Zola, regarde-moi. » Zola leva lentement la tête. Ses yeux gonflés, remplis de peur, me regardèrent. « Je ne te blâme pas, lui dis-je.
Je sais que tu as beaucoup souffert aussi, mais tu ne peux plus te taire. Tu dois dire la vérité, non seulement pour toi, mais aussi pour l'enfant que tu portes. Il n'est pas à blâmer. Il a le droit de savoir qui est son père. Mes paroles semblèrent toucher le dernier fil de conscience qu'il restait à Zola. Elle me regarda, puis Kero, qui était à terre, et ensuite Madame Johnson, qui était maintenue par les autres. Finalement, comme si elle rassemblait tout son courage, elle prit une profonde inspiration. C'était Monsieur Sterling. Les mots Monsieur Sterling furent à peine un murmure, mais leur impact fut celui d'une bombe atomique. La pièce tomba dans un silence surnaturel. Tout le monde regarda avec incrédulité le beau-père, M. Sterling Johnson, l'homme patriarcal et digne, qui quelques instants auparavant m'avait défendu et avait réprimandé son fils. « Tu mens » cria Madame Johnson d'une voix rauque. « Comment oses-tu calomnier ton beau-père ?»« Je ne mens pas. » Zola fondit en larmes. « C'est la vérité. » Monsieur Sterling, il. Elle ne put continuer. Elle se contenta d'enfouir son visage et de pleurer. Monsieur Sterling Johnson se figea comme une statue. Son visage passa du rouge au blanc. Il attrapa la table, chancelant pour ne pas tomber. « Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il impuissant. Moi-même, je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. C'était trop absurde. Cela dépassait toute imagination. On était passé d'une histoire d'infidélité commune à une terrible tragédie d'inceste. Mais alors je me suis souvenu de petits détails que j'avais auparavant négligés. Je me suis souvenu des fois où Monsieur Johnson regardait Zola d'une manière étrange. Ce n'était pas le regard d'un père adoptif sur sa fille. Je me suis souvenu des fois où il lui avait acheté des cadeaux coûteux sans raison apparente. Et je me suis souvenu de la conversation que j'avais surprise entre Monsieur Johnson et Madame Johnson lorsqu'il avait dit « Croyez-vous que je ne sais rien de Kero et Zola ?» À ce moment-là, j'avais cru qu'il ne connaissait que leur liaison, mais peut-être qu'il en savait plus. Peut-être qu'il ne savait pas seulement. Peut-être qu'il en faisait partie. Des preuves ? Quelles preuves avez-vous ? Cria Madame Johnson, s'accrochant à son dernier espoir. Ou racontez-vous simplement des bêtises pour blâmer quelqu'un d'autre ? Des preuves. Zola trembla. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un vieux téléphone portable. Dans ceci, il y a des SMS. À ce moment précis, Monsieur Johnson, qui était resté immobile, bougea soudainement. Il se jeta sur Zola pour lui arracher le téléphone des mains. « Donne-moi ça, espèce d'effronté. Veux-tu ruiner toute cette famille ?» Mais j'étais plus rapide. Puisque Zola avait mentionné les messages, j'avais anticipé le geste de Monsieur Johnson. Je me suis interposé et j'ai bloqué sa main. Une lutte s'ensuivit. Le téléphone s'envola des mains de Monsieur Johnson et atterrit dans les miennes. Je l'attrapai en plein vol. « N'ose même pas en rêver, rugit Monsieur Johnson, se jetant sur moi comme une bête. » Mais le docteur Tate et les deux policiers intervinrent à temps. Ils attendaient juste devant la porte. À ma demande, Monsieur Sterling Johnson, calmez-vous, ordonna l'un des officiers, lui tenant fermement le bras. Tout acte d'obstruction à la justice sera puni par la loi. Monsieur Johnson se débattit impuissant. Son air digne et patriarcal avait complètement disparu, ne laissant que la peur et la folie d'un criminel découvert. Je serrai le téléphone dans ma main. Je sentis mon cœur battre fort. Le dernier voile du secret était sur le point d'être levé, et je savais que la vérité qu'il contenait serait le coup de poignard final qui mettrait complètement fin à l'hypocrisie et au péché de cette famille. Le vieux téléphone portable de Zola me brûlait la main comme un charbon ardent. Ce n'était pas un simple appareil électronique. C'était la boîte de Pandore contenant le secret le plus sombre de la famille Johnson. La preuve irréfutable finale. Les policiers retinrent Monsieur Johnson. Il ne criait plus. Il se contentait de halter, me lançant un regard qui mélangeait haine et désespoir. La pièce tomba dans un silence inquiétant, seulement rompu par les sanglots de Zola et la respiration lourde de Madame Johnson. Je n'ouvris pas le téléphone immédiatement. Je savais que ce qu'il contenait exposerait non seulement Monsieur Johnson, mais serait également un choc trop grand pour toutes les personnes présentes. J'examinais les parents horrifiés, Kero, agenouillé comme un cadavre sans âme, et Madame Johnson, maintenant plus misérable qu'une mendiante. J'ouvris la bouche. Ma voix n'était plus froide mais grave, chargée d'une profonde tristesse. Aucun d'entre nous ne voulait que les choses en arrivent là, mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle,
doit être révélé. Je déverrouillai le téléphone. Le mot de passe était l'anniversaire de Zola. Incroyablement simple. Preuve de son manque total de prudence. Dans la boîte de réception des messages, une conversation avec le contact père adoptif était épinglée en haut. Je l'ai ouverte. Des centaines, des milliers de messages s'étalant sur plus d'un an. Ce n'étaient pas les messages affectueux d'un père à sa fille. C'étaient des mots d'amour, des rendez-vous, de la jalousie et de sales calculs. Zola, as-tu du temps ce soir? Papa viendra te chercher. Ta mère est encore allée au country club. La robe que tu portais aujourd'hui était magnifique. J'adore ça. Ne sors pas avec ce type. Papa ne l'aime pas. Et les messages les plus récents, ceux qui ont glacé mon sang, es-tu sûr que c'est mon enfant? Bien sûr. J'ai calculé les dates exactes. Il est impossible que ce soit celui de Siro. Bien joué. Repose-toi et prends soin de toi. Papa va s'occuper de tout. Je trouverai un moyen pour que Kéro l'accepte comme le sien. Quand on se sera débarrassé de Soline, tu seras la dame de cette maison. Tous les biens finiront par être pour nous et notre enfant. Alors c'était ça. Tout n'était qu'une pièce dans une pièce. L'infidélité de Kéro et Zola était en fait une pièce plus vaste mise en scène par Monsieur Johnson lui-même. Il ne voulait pas seulement un héritier de son propre sang, mais il voulait aussi utiliser cet enfant pour s'emparer légalement de mes biens par l'intermédiaire de son fils. Faire d'une pierre deux coups, une conspiration d'inceste et d'appropriation de biens, parfaitement dissimulée sous le masque d'une famille patriarcale. Je n'ai pas lu les messages à voix haute. J'ai simplement tendu le téléphone en silence au policier à côté de moi. Officier, voici la preuve. L'officier a pris le téléphone et l'a examiné. Son visage est devenu de plus en plus grave. Il a dit quelque chose à son partenaire, et tous deux se sont approchés de Monsieur Johnson. Monsieur Sterling Johnson, nous avons suffisamment de preuves pour enquêter sur vous pour des accusations d'inceste et de conspiration pour l'appropriation illégale de biens. Vous devrez nous accompagner au poste. Deux froids bracelets se sont enclenchés au poignet de Monsieur Johnson. Le cliquetis métallique sec a résonné dans la pièce comme un coup de marteau d'un juge, condamnant la fin de tout. Monsieur Johnson n'a plus résisté. Il s'est simplement tenu là, la tête baissée. Toute sa dignité et son allure patriarcale s'étaient brisées. Alors qu'il l'emmenait, en passant devant Madame Johnson, elle a semblé reprendre ses esprits. Elle s'est accrochée au bras de son mari, sanglotant inconsolablement. « Chérie, dis que ce n'est pas vrai. Dis-moi que Zola ment. » Mais Monsieur Johnson n'a pas eu le courage de regarder sa femme dans les yeux. Il est resté silencieux. Son silence était l'aveu le plus douloureux. Madame Johnson a lâché sa main et s'est effondrée sur le sol, pleurant sans larmes. L'homme avec qui elle avait vécu pendant des décennies, l'homme qu'elle avait toujours respecté et admiré, était un démon sous peau humaine. L'héritier qu'elle désirait tant était le fruit de la relation coupable entre son mari et la fille qu'elle avait élevée. Il n'y avait pas de vérité plus cruelle, pas d'humiliation plus grande. J'ai observé la scène sans ressentir la moindre satisfaction, seulement une tristesse infinie, une famille qui, par pure avidité et égoïsme, avait sombré dans un abîme de péché et de destruction. Je me suis tourné pour regarder Kéro. Il était toujours agenouillé là, le regard perdu dans le vide. Il a probablement réalisé à ce moment-là qu'il avait lui aussi été une pauvre marionnette dans la pièce de son père. Il avait tout perdu, sa femme, sa maîtresse, l'enfant qu'il croyait être le sien et le père qu'il avait toujours respecté. Je n'ai rien dit d'autre. Je me suis simplement retourné et suis parti. Le docteur Tate m'attendait dehors. Il a drapé sa veste sur mes épaules comme pour cacher le tremblement que j'essayais de réprimer. « Allons-y, Soline. Est-ce que tout est fini maintenant ? » « Oui, ai-je répondu d'une voix rauque. C'est vraiment fini. Je suis sorti de cette maison sans me retourner une seule fois, laissant derrière moi une famille brisée, laissant derrière moi 5 années de ma jeunesse remplies de douleurs. Le ciel dehors s'éclaircissait. Une nouvelle journée commençait, et je savais que ma vie aussi entrerait dans un nouveau chapitre à partir d'aujourd'hui. Avez-vous été choqué par les événements auxquels vous venez d'assister ? Le voyage de Soline pour réclamer justice est terminé, mais ses conséquences perdureront sans aucun doute. Si cette histoire a résonné dans votre cœur, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de partage afin que le pouvoir de la vérité et du courage atteigne plus de personnes. Le rideau est tombé avec la fin tragique de la famille Johnson. Le son des sirènes de police s'est estompé au loin,
emportant M. Johnson et son secret coupable. La maison de luxe, qui quelques instants auparavant accueillait une fête, a été plongée dans un silence inquiétant, brisé seulement par les pleurs inconsolables de Madame Johnson et les soupirs de résignation de ceux qui restaient. Je ne suis pas resté pour assister à l'effondrement. Le docteur Tate m'a emmené juste après que Monsieur Johnson ait été conduit au loin. La voiture a traversé des rues familières, mais mon esprit était un tourbillon d'émotions mitigées. J'ai ressenti du soulagement, de la douleur et un vide étrangement creux. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Le docteur Tate a brisé le silence. Je ne sais pas, ai-je répondu, en reposant ma tête contre la fenêtre. Les lumières de la rue passaient comme des étoiles filantes. Je suppose que j'aurai besoin de beaucoup de temps pour oublier tout ça. N'essaie pas d'oublier, Céline, a dit le docteur Tate d'une voix chaleureuse. Fais-y face, apprends à vivre avec, et transforme ça en une partie de ta force. Tu as été très courageuse. Tu as fait quelque chose que tout le monde ne pourrait pas faire. Je n'ai pas répondu. J'ai juste esquissé un faible sourire. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un peu de chaleur dans mon cœur glacé. Le docteur Tate m'a conduite dans un hôtel de séjour prolongé qu'il avait réservé pour moi. Reste ici pendant un certain temps en silence. Je m'occuperai de ton emploi du temps à l'hôpital. Ne t'inquiète de rien. Repose-toi juste. Je l'ai regardé, ressentant une gratitude infinie. Comment puis-je? Il n'y a pas de quoi me remercier. Il a souri. Nous sommes collègues et amis. C'est normal de s'entraider. De plus, j'ai beaucoup appris de toi sur la force et la fortitude. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans un silence absolu. J'ai coupé les ponts avec tout le monde. Je n'ai pas lu les journaux ni les médias sociaux. J'avais besoin de temps pour moi pour remettre les morceaux de mon âme ensemble. L'affaire de la famille Johnson est devenue un scandale qui a secoué la société. Les médias ont constamment rapporté, disséquant chaque aspect de l'histoire. Ils ont brossé un tableau dramatique d'une famille renommée, pourrie de l'intérieur, pleine d'inceste, de fraude et de trahison. Mon nom a également été constamment mentionné, mais avec une image complètement différente. Ils m'ont appelé la femme de fer, la rose avec des épines, un symbole de la femme qui se dresse contre l'injustice. Mais ces titres ne m'intéressaient pas. La seule chose qui comptait pour moi maintenant était mon avenir. Où aller? Où retourner? Devrais-je continuer à exercer la médecine? Des milliers de questions sans réponse. Une semaine plus tard, mon avocat est venu. Il a apporté de bonnes nouvelles. Dr Callaway, M. Johnson a accepté le divorce aux conditions que nous avons proposées. Il renonce à tous les droits sur le condo et autres actifs. De plus, il paiera une somme considérable en guise de compensation pour les dommages émotionnels. Pourquoi a-t-il accepté si facilement? J'ai été surprise. Parce qu'il n'avait pas d'autre option, a expliqué l'avocat. Après l'arrestation de son père, sa famille s'est effondrée. Sa mère est admise dans un établissement psychiatrique à cause du choc, et l'entreprise familiale est au bord de la faillite. Il n'a ni l'esprit ni l'argent pour continuer le litige. De plus, avec les preuves que nous avons, il perdrait certainement au tribunal. Ainsi, mon mariage s'est terminé rapidement et proprement sur papier. Mais les blessures sur mon cœur ne guériront probablement jamais complètement. Dans le même temps, j'ai également reçu des nouvelles de Zola. Après que tout ait été révélé, elle est allée vivre avec une tante éloignée. Je ne savais pas quelle décision elle prendrait concernant l'enfant qu'elle attendait, et je ne voulais pas le savoir. Sa vie n'avait plus rien à voir avec la mienne. Le temps a filé. 1 mois, 2, 6 mois. Lentement, j'ai retrouvé mon équilibre. Je suis retourné travailler à l'hôpital. Les urgences, les vies suspendues à un fil, m'ont fait réaliser que ma douleur, aussi grande soit-elle, n'était qu'un grain de sable dans le désert de la vie. Il y avait des gens beaucoup plus malheureux que moi, et il y avait des choses plus importantes à faire que de rester ancré dans le passé. Je me suis jeté dans le travail comme une forme de guérison. J'ai participé à des cours de formation pour améliorer ma spécialité. J'ai pris en charge les cas les plus difficiles et complexes. Mon dévouement et mon talent ont été reconnus. Peu de temps après, j'ai été promu chef adjoint des services d'urgence. Ma vie est progressivement entrée dans une nouvelle orbite. Une vie sans kéro, sans beaux-parents, sans tromperie ni calcul, juste du travail, de bons collègues et des jours paisibles. Parfois, je pensais à Kéro,
mais pas avec amour ou haine, mais comme on se souvient d'un étranger qui a traversé sa vie. J'ai appris qu'après le divorce et la faillite de la famille, il avait dû vendre la maison et le VUS pour payer ses dettes. Il a recommencé à zéro avec une vie dure et difficile. C'était son prix pour sa lâcheté et sa trahison. Et j'ai trouvé la paix. Mais parfois, dans les nuits profondes et silencieuses où j'affrontais l'obscurité et la solitude, je me demandais si je pourrais un jour aimer à nouveau. Mon cœur, une fois brisé en 1000 morceaux, pourrait-il battre à nouveau? Il n'y avait pas de réponse. Peut-être avais-je besoin de plus de temps. Mais une chose était claire, si un autre homme entrait dans ma vie, il devait être complètement différent. Il n'avait pas besoin d'être riche ou beau. Il avait juste besoin d'avoir une chose que Kéro n'avait jamais eue, un cœur sincère. 2 ans après que cette tempête ait ravagé ma vie, elle a véritablement ouvert un nouveau chapitre. Je n'étais plus le docteur Colin Calloway avec des yeux tristes et un sourire forcé. J'avais réappris à rire, un rire authentique né de la paix intérieure. Mon travail de chef adjoint des services d'urgence était très exigeant, mais il m'apportait de la joie et du sens. Chaque patient que je sauvais rendait ma vie plus précieuse. Grâce à ma douleur, j'avais appris à comprendre et à partager la douleur des autres. Je ne vivais plus dans l'hôtel de séjour prolongé. Avec l'argent de la compensation et mes économies, j'ai acheté un petit condo magnifique avec un balcon ensoleillé dans le quartier de Buckhead. C'était ma véritable maison, un havre de paix auquel je pouvais retourner chaque jour après un dur labeur. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai établi de nouvelles relations, j'ai rejoint un club de lecture et des cours de yoga. J'ai appris à m'aimer et à prendre davantage soin de moi, tant physiquement que mentalement. Parfois, par l'intermédiaire d'anciens collègues ou de commérages, des nouvelles de la famille Johnson me parvenaient. Madame Johnson, après avoir reçu un traitement psychiatrique, était retournée dans son ancien bungalow, où elle vivait en silence. Il ne restait rien de son ancienne image de puissance et de vivacité, seulement une vieille femme solitaire. Monsieur Johnson a reçu une peine proportionnée à ses crimes, et Kéro avait toujours du mal à gagner sa vie. Quelqu'un a dit qu'il l'avait vu travailler comme livreur, un autre comme concierge dans un immeuble. Il devait payer ses erreurs avec le reste de sa vie. Je ne me souciais plus d'eux. Le passé était véritablement derrière moi. J'avais pardonné, pas pour eux mais pour moi-même, pour cesser de porter le poids de la haine, pour vivre une vie légère et sereine. Et puis, un beau week-end après-midi, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans une librairie en train de choisir de nouveaux textes médicaux quand j'ai entendu une voix profonde et chaleureuse à côté de moi. « Docteur Calloway, quelle coïncidence de vous trouver ici. » Je me suis tourné, un peu surprise. C'était le docteur Sterling Tate. Au lieu de sa blouse blanche, il portait une simple chemise et un jean. Il avait l'air beaucoup plus jeune et plus détendu qu'à l'hôpital. « Bonjour, docteur », ai-je souri. « C'est un petit monde. Aimez-vous lire » a-t-il demandé, en pointant les livres que je tenais. « Oui, c'est une habitude depuis que je suis enfant. » Nous avons commencé à parler, non pas de travail ou de patients, mais de livres, de musique et de passe-temps communs. J'ai été surprise de découvrir qu'il était non seulement un excellent médecin et un chef respecté, mais aussi un homme très intéressant avec de profondes connaissances et une sensibilité délicate. La conversation a duré plus longtemps que prévu. Quand nous avons quitté la librairie, le ciel commençait déjà à s'assombrir. « Puis-je vous offrir un café » a-t-il suggéré avec un regard un peu timide. J'ai hésité un instant. C'était la première fois depuis longtemps que j'étais seul avec un homme. Mon cœur semblait s'être glacé après cette tempête. Mais en voyant son regard sincère et chaleureux, j'ai acquiescé silencieusement. Oui, bien sûr. Nous nous sommes assis dans un petit café avec une vigne de bougainvilliers. La lumière du coucher de soleil filtrait à travers les feuilles, créant une scène romantique. Il m'a parlé de sa famille, de ses rêves de jeunesse et de la pression d'être médecin. Moi, pour la première fois, je me suis ouverte et j'ai partagé mes pensées et mes projets avec lui. Entre nous, il n'y avait ni malaise ni distance de patron-employé, seulement la complicité de 2 âmes qui avaient traversé beaucoup de choses. Alors que nous nous disions au revoir, il m'a raccompagné jusqu'au parking. « Céline » a-t-il dit, en m'appelant par mon prénom, plus docteur Calloway. « Je sais que c'est peut-être trop tôt, mais me donneriez-vous la possibilité de mieux vous connaître ?» Son aveu soudain a fait battre mon cœur plus vite. J'étais sans voix, incertaine de ce qu'il fallait répondre. J'avais peur d'être blessé à nouveau. Mais ensuite,
Je me suis souvenu des mots de ma mère, ne ferme pas ton cœur à cause de personnes qui n'en valent pas la peine. J'ai levé la tête et je l'ai regardé, ses yeux remplis d'anticipation et d'espoir. J'ai besoin de temps, ai-je répondu. J'attendrai, a-t-il dit sans hésitation. J'attendrai jusqu'à ce que tu sois prête. Il n'a pas essayé de me prendre la main ni d'ajouter des mots fleuris. Il s'est simplement tenu là en me regardant avec respect et patience. Sa douceur m'a sincèrement ému. Je suis rentré chez moi en ressentant une émotion étrange et chaleureuse remplir mon cœur. Peut-être que le bonheur ne m'avait pas complètement abandonné. Peut-être qu'après la tempête venait le calme. Et peut-être qu'il était temps de me donner la possibilité d'être aimé à nouveau. Une porte s'était fermée, mais une autre s'ouvrait en grand. Et je savais que derrière cette porte, un homme bon m'attendait. Le voyage de Céline pour retrouver le bonheur vous a-t-il redonné foi en des jours meilleurs après la tempête? Si cette histoire vous a apporté foi et espoir, n'hésitez pas à laisser un commentaire significatif pour exprimer vos émotions. Chaque mot d'encouragement sera une fleur envoyée aux femmes fortes comme Céline. La relation entre le docteur Tat et moi ne s'est pas développée à la hâte. C'était comme un petit ruisseau qui coulait doucement et naturellement dans ma vie. Il ne m'a pas offert de cadeaux coûteux ou de bouquets de fleurs ostentatoires. Il est simplement resté à mes côtés en silence, prenant soin de moi avec les plus petits gestes, une tasse de café chaud le matin après une nuit de travail épuisante, un bon livre qu'il savait que j'aimerais, ou simplement un message d'encouragement au bon moment. Il ne m'a jamais posé de questions sur mon passé, mais je savais qu'il comprenait tout. Il respectait ma douleur et me donnait l'espace nécessaire pour guérir seul. Sa douceur et sa patience ont lentement fait fondre la glace dans mon cœur. J'ai commencé à m'ouvrir davantage, à partager davantage mes pensées et mes rêves avec lui, et j'ai réalisé qu'à ses côtés, je me sentais toujours en paix. Je pouvais être moi-même. Un an après nos retrouvailles à la librairie, par une chaude soirée d'hiver, il m'a emmené dans un petit restaurant sur un toit à Midtown Atlanta. De là, toute la ville était illuminée sous la lumière romantique des bougies. Il a sorti une petite boîte en velours de sa poche. Il ne s'est pas agenouillé ni n'a prononcé de mots grandiloquents. Il m'a simplement regardé dans les yeux et a dit d'une voix grave et sincère, « Céline, au cours de cette dernière année, j'ai beaucoup appris de toi sur la force, la tolérance et la volonté de vivre. Tu m'as fait croire qu'après la pluie, non seulement le soleil se lève, mais aussi l'arc-en-ciel. Voudrais-tu chercher d'autres arcs-en-ciel avec moi pour le reste de nos vies ?» Il a ouvert la boîte, et à l'intérieur se trouvait une bague en platine simple mais exquise. Elle n'avait pas un gros diamant, seulement un petit saphir bleu qui brillait comme une étoile. « Je sais que tu n'aimes pas les choses voyantes, » a-t-il dit. Cette pierre est comme tes yeux, toujours claire, fermée avec une force invisible. Je l'ai regardée, et des larmes de bonheur n'arrêtaient pas de couler. Il n'y avait plus aucun doute ni aucune peur. Je savais que c'était l'homme que je cherchais, un homme qui m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que j'étais ou ce que j'avais. Oui, je le veux, ai-je murmuré, en ravalant mes larmes. Il a placé la bague à mon doigt, et un courant de chaleur a traversé tout mon corps. Nous n'avons pas eu un grand mariage. Notre mariage a eu lieu sur une plage isolée avec seulement nos meilleurs amis comme témoins. Je portais une simple robe de mariée blanche, et en tenant sa main, j'ai marché sur le sable blanc. Les vagues s'écrasaient et la brise marine soufflait doucement. Tout semblait nous bénir. Ce jour-là, j'ai véritablement cru que le bonheur existait. Après nous être mariés, nous avons décidé de mener à bien un projet auquel nous pensions depuis longtemps. Nous avons créé une petite fondation caritative appelée Hope Harbor pour aider à payer les opérations chirurgicales des patients pauvres atteints de maladies rares. Nous voulions utiliser notre professionnalisme et notre chance pour apporter la vie et l'espoir à des personnes moins fortunées que nous. Ma vie était maintenant pleine de sens et de joie. J'avais non seulement un mari merveilleux et un travail enrichissant, mais aussi une véritable famille. Les parents du docteur Tat étaient des personnes très gentilles et attentionnées. Ils m'aimaient comme une fille, comblant toutes les lacunes émotionnelles que j'avais subies. Parfois, je pense à mon histoire, aux jours sombres passés. La douleur est toujours là comme une faible cicatrice qui ne disparaîtra jamais, mais elle ne fait plus mal. Je suis reconnaissante du passé car ce passé m'a transformée en la personne que je suis aujourd'hui, une Céline plus forte, plus mature, qui valorise davantage le bonheur. Et je veux envoyer un message à toutes les femmes qui ont affronté, affrontent ou affronteront les tempêtes de la vie, n'abandonnez jamais. Ne perdez jamais espoir. Croyez qu'après chaque tempête, le soleil se lèvera à nouveau. Et quelque part, un homme bon, un vrai bonheur, vous attendra toujours,
seulement si vous avez le courage de marcher dans l'obscurité et d'embrasser la lumière. Chers auditeurs, l'histoire du docteur Colin Callaway se termine par une conclusion véritablement satisfaisante et significative. Son voyage, de femme trahie à symbole de force et d'humanité, nous montre que le vrai bonheur ne vient pas de la chance, mais de nos propres choix et efforts. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez nous soutenir avec un like, un partage et un abonnement. Chaque petit geste de votre part est un grand coup de pouce pour nous permettre de continuer à créer des histoires plus belles et significatives. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus de choses sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie.